À l'université, il y a des grades. Je ne peux pas me prévaloir du grade de professeur. Il me reste encore 6 ans pour être professeur. Donc, je suis maître de conférence. Je remercie donc Badji, le collègue Badji et Octagon de nous avoir donné l'occasion de participer à cette rencontre. Ils m'ont proposé d'analyser une thématique intitulée Université moderne, instrument de production du savoir ou appareil idéologique de domination. Ce que je vais dire là, c'est des éléments qui sont sortis de mon livre, mon dernier livre qui a été publié en 2023, intitulé L'Université de Dakar au cœur de la coopération franco-sénégalaise. Ouvrage dans lequel j'avais cherché à analyser comment la France a utilisé l'Université de Dakar pour acculturer les élites africaines. Cet ouvrage a été publié depuis 2023. Il y a des éléments d'analyse que vous allez entendre tout à l'heure qui sont tirés de ce document-là. Il faudrait pour moi essayer d'analyser cette question-là à travers 3 parties. La première va s'intéresser au fondement des universités africaines. Vous avez compris que je vais parler de l'université coloniale. Moi, je suis historien. La deuxième partie sera axée aux tentatives d'appropriation de l'université à partir des années 60. Et la dernière partie est une sorte de perspective dans laquelle j'ai essayé de montrer comment mettre en place des universités décoloniales qui seront au service de l'humain, au service de l'homo africanus. Alors, quand la France a voulu s'imposer dans les nations africaines, notamment en Afrique occidentale française, la première idée qui a été développée, c'est qu'il faut mettre en place une école. Et donc la première école qui a été créée au Sénégal l'a été à Saint-Louis en 1817. Et là, on a demandé à l'instituteur Zandar de former des Africains qui allaient réfléchir comme les Français. De former dans les écoles des Africains qui vont épouser les idéaux et la mentalité de la France. Et donc de 1817, hormis, si vous voulez, l'école de l'Université de Dakar qui a été créée, l'université sénégalaise, qui est appelée actuellement l'Université de Dakar, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, débute en 1950 avec l'Institut des hautes études de Dakar. Il y avait ce qu'on appelle l'école de médecine de Dakar, l'école de médecine de commerce de Dakar, qui était une université, mais qui n'avait pas en fait les mêmes structures et les mêmes composants de l'université moderne. Donc on a mis en place l'Institut des hautes études de Dakar. Et là, De Gaulle avait, déjà avant sa création, De Gaulle avait tout simplement dit ceci aux administrateurs français à l'époque. Il a dit ceci. Alors, faites de telle sorte que l'université que nous aurons à mettre en place soit une université qui allait jouer un rôle essentiel dans la politique de coopération, dans la politique coloniale française, et même après, il fallait que la France reste dans ces colonies africaines-là, ou dans les ex-colonies africaines, à travers cette institution. Et il nous a dit tout simplement, puisque dans des pays où on parle la français, on pensera comme un français, on achètera les produits français. Puisque dans son entendement, l'université devait être au service de l'économie et de la politique. Et donc, ils ont mis en place cette institut de Dakar, qui est devenu en 1957 l'université de Dakar, et dans laquelle les programmes qui avaient été élaborés, notamment à l'école de médecine ou à l'école de droit, à l'école de lettres et à l'école de sciences, c'est des programmes qui étaient orientés vers des tentatives d'acculturation, vers des tentatives de domination. J'essaie d'analyser ces programmes-là dans le livre, vous le verrez, et il y a même une note qui a été publiée une année. Ils avaient demandé aux enseignants de lettres, qui étaient à l'époque des Français, d'imposer aux étudiants africains un roman de Victor Hugo qu'ils avaient appelé Notre-Dame de Paris. Alors, dans ce roman-là, l'idée c'était tout simplement de permettre aux Africains de connaître l'architecture française, par exemple.
connaître les idéaux français et tout naturellement de faire de telle sorte que ces Africains épousent la mentalité coloniale française, que ces Africains-là puissent, à un certain moment de leur trajectoire, même quand ils seront des autorités dans leur pays, puissent continuer la pensée française dans les administrations. Et cela, ça a été toujours comme ça depuis que cette institution a été créée. Et donc, l'université était à l'époque un outil politique et culturel colonial. L'université était un outil d'aliénation, moteur du néocolonialisme, puisque dans les années 60, au lendemain des indépendances, les Africains, le Sénégal a accès à la communauté internationale. Je rappelle que jusqu'en 1971, l'université de Dakar était dirigée par des recteurs français. On a obtenu le premier recteur sénégalais en 1971. C'est Seydou Madani qui malheureusement nous a quittés récemment, fait en son nom. Donc, de 1951 à 1971, les recteurs étaient des Français. Les enseignants, la plupart des enseignants étaient des Français. Le budget de l'université de Dakar était un budget qui était, si vous voulez, un budget français. L'université de Dakar était la 18e université française en terre africaine. La France avait beaucoup d'universités. L'université de Dakar est connue comme étant l'une des 18e universités françaises en terre. Donc c'était un outil du néocolonialisme, mais c'est également un symbole du soft power français. Puisqu'au lendemain des indépendances, il s'est agi tout naturellement de partir tout en restant. Et comment faire pour rester? Il fallait faire de telle sorte qu'il y ait une coopération universitaire qui allait résister, si vous voulez, aux assauts français. Donc, on est en 1960, le Sénégal devient indépendant, et des groupes marxistes, des étudiants du PAI, des étudiants, si vous voulez, qui étaient d'obédience communiste, ont considéré qu'il faut maintenant décoloniser l'université. Ils ont considéré qu'on ne peut pas continuer à être indépendant alors que l'université est toujours contrôlée par la France. Puisque derrière ces idées, c'était tout simplement pour avoir l'indépendance politique, il est impératif d'abord d'avoir l'indépendance culturelle. On ne peut pas continuer à enseigner le français à l'université, on ne peut pas continuer à élaborer des programmes français à l'université alors qu'on est au lendemain des indépendances. Donc il y a des groupes marxistes qui se sont révoltés, des étudiants, des mouvements étudiants de l'université de Dakar se sont révoltés pour contester cela. Ils ont demandé ce qu'on appelle l'africanisation de l'université. Et mieux, ils ont réclamé la sénégalisation de l'université de Dakar. C'est dans ce cadre-là qu'il y a eu cette crise de mai juin 1968 qui a failli ébranler le régime du président Léopold Sédar Senghor. Donc, des groupes marxistes, des mouvements étudiants. Alors, et c'est à partir de 1967, un an avant la crise de 68, il y a eu un statut de l'université de Dakar qui a été adapté un tout petit peu aux réalités sénégalaises, aux réalités africaines. Parce qu'il y a eu des contestations, il y a eu des manifestations. Au regard de tout cela, il fallait évidemment que l'État du Sénégal, en collaboration avec l'État français qui était toujours présent à l'université, il fallait maintenant adapter cette africanisation-là pour faire de telle sorte que l'intégration de l'université dans le processus d'internationalisation du savoir soit, si vous voulez, effective. Mais jusqu'à la génération 11, ce n'était pas le cas. L'université était encore toujours contrôlée par les Français. Les programmes, c'était la même chose. Alors, cette période-là, ils ont utilisé une stratégie qui a été dénoncée par les étudiants. C'est qu'ils ont dit, puisque les étudiants réclament le départ de la France, et que c'est qu'on avait dit ouvertement, dans un discours, ce n'est pas la gouvernement, il dit, ce n'est pas la France qui réclame son maintien au Sénégal, mais c'est l'État du Sénégal qui réclame le maintien de la France, puisque l'État du Sénégal ne peut pas consentir une africanisation au rabais. Parce que dans son entendement, si la France partait, il y aurait des difficultés pour avoir des enseignants qui pouvaient assurer la relève, former des docteurs de cours. Donc pour ce mois, pour lui, il ne faut pas consentir une africanisation au rabais. Il fallait maintenir les coopérants français. Il fallait maintenir le programme français, il fallait organiser une université de telle sorte qu'elle puisse bénéficier des avantages que l'État français pouvait évidemment donner. Alors, en 1971, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a notre premier recteur. C'est une balade ici. Il y a un ouvrage sur l'université de Dakar qui a été publié il y a 2 ans. J'ai fait un entretien avec Seydou Madame ici avant qu'il ne décède. L'entretien est publié dans
dans ce histoire-là, qui fait 12-15 pages, où on a expliqué en fait les problèmes confrontés quand il a pris l'Université de Dakar, les pressions derrière, tout ça. Parce que lui, dans son entendement, il fallait en fait suivre cette logique-là, les étudiants, cette logique des nationalistes qui considéraient qu'il fallait que l'université soit sénégalaise, il fallait africaniser les programmes. Il est allé vers ça, malgré les pressions qu'il a reçues, si vous voulez, un tout petit peu des lobbies français qui étaient plus au Sénégal. Donc, à partir de 1971, les Sénégalais, maintenant, l'Université de Dakar s'est inscrit dans ce qu'on appelle des efforts de rationalisation du réel. Autrement dit, il faut organiser l'institution de telle sorte qu'elle puisse répondre aux aspirations des populations. Il ne fallait pas avoir il faut pas avoir une université qui fonctionnait en déphasage avec les réalités locales. Parce qu'on ne peut pas vouloir former des ingénieurs alors qu'il n'y avait pas dans les facultés de sciences des diplômes d'ingénieurs, par exemple. On ne peut pas, par exemple, privilégier des éléments modernes alors qu'il n'y a pas dans les universités, dans les facultés, des éléments qui allaient dans ce sens-là. Et donc, de 1971 aux années 90, on a continué cette réforme-là, timidement, même si elle n'a pas réussi totalement. C'est avec la réforme LMD que nous avons senti qu'il y a une volonté maintenant réelle des autorités sénégalaises d'aller dans le sens le plus conforme aux aspirations des populations. Et c'est pourquoi je propose là des perspectives. Quelles sont les universités qu'il faudrait développer au XXIe siècle au Sénégal? Et ça, cette partie, je l'ai appelée pour une université décoloniale au service de l'homo-africanisme. Il faut pour moi bâtir des imaginaires africains de la recherche, de l'enseignement et de l'apprentissage. Nous, chercheurs, on ne peut pas continuer à copier des thématiques déroulées ailleurs. On ne peut pas continuer à reprendre tout ce qui a été dit. Pour moi, ce qu'il faut faire, il faut développer des projets de recherche qui collent parfaitement avec les problèmes des populations. Madame a parlé tout à l'heure de l'entrepreneuriat féminin. Probablement, il faut développer des projets de recherche qui tendent vers ça et qui concernent directement la population. Et donc, les programmes doivent être réadaptés. Il n'y a pas de programme à l'université, c'est ça le programme. L'enseignant enseigne sa spécialité. Il n'y a pas de programme établi. L'enseignant dit je suis historien des relations internationales. J'enseigne les relations internationales. Je suis historien de l'économie, je l'enseigne, mais on ne force pas, on n'établit pas un programme qui dit que l'enseignant doit enseigner ça obligatoirement. Donc, il faut évidemment des programmes qui s'adaptent à l'évolution du monde, des programmes qui s'inscrivent dans une posture décoloniale de l'enseignement supérieur et également dans une posture décoloniale de la recherche. Je disais avant-hier à quelqu'un, on ne peut pas continuer à dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Oui, l'Afrique est le berceau de l'humanité, d'accord. Mais on est au XXIe siècle, on est en 2026. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Comment adapter cette réalité au XXIe siècle, en 2026, pour permettre aux apprenants de se l'approprier et faire de telle sorte de pouvoir l'utiliser dans le trajectoire scientifique ou dans le trajectoire professionnel. On ne peut pas également continuer à dire que Patrice Lumumba est un panafricaniste, que Thomas Sankara, oui, ils le sont. Mais comment utiliser cette réalité historique-là au XXIe siècle? Comment adapter cette réalité historique au XXIe siècle pour que les apprenants, les étudiants puissent s'en approprier et évidemment utiliser d'autres alternatives leur permettant de s'imposer dans le système. Je propose également qu'il y ait ce que j'appelle des efforts de conceptualisation et de théorisation des savoirs à partir des sources. Les concepts, c'est des créations. Les théories, c'est des créations. Le collègue l'a dit tout à l'heure, et je partage entièrement cette idée-là, on ne peut pas continuer à reprendre des concepts et des théories des Occidentaux. Il faut créer nos propres concepts, nos propres théories, et faire de telle sorte que ces théories soient assimilées par les populations d'Afrique. Donc les universités doivent tendre également vers ça, et ne pas former seulement des étudiants qui vont répéter, des perroquets, qui répètent tout le temps ce qui a été dit, sans évidemment analyser des questions réelles. Je propose également, pour cette université à promouvoir, des épistémologies déconfinées. Pendant longtemps, nos imaginaires étaient confinés. Il faut les déconfiner. Et pour les déconfiner, il faut exercer un travail de critique sur nous, un travail critique évidemment sur nos sociétés, et un travail critique dans nos rapports avec les autres entités politiques ou les autres entités économiques.
Je propose également que l'université travaille sur les données. Les données, ce sont les données qui gouvernent le monde. Vous ne pouvez pas vouloir changer la réalité sans ne pas avoir de données fiables. J'ai changé avec quelqu'un il y a 6 mois. Il m'a dit que jusqu'en 2023, le logiciel qui gérait l'état civil sénégalais était un logiciel français. Vous ne pouvez pas avoir un logiciel qui gère l'état civil sénégalais, un logiciel qui est géré par une entité extérieure. Si vous n'avez pas votre propre logiciel, évidemment, c'est un moyen de vous espionner. C'est un moyen évidemment de connaître les réalités sociologiques de votre pays. C'est un moyen évidemment de connaître en fait quelles sont les politiques démographiques ou même quelles sont les politiques économiques que vous êtes appelés à adopter avec ces données qu'il a dans sa possession. Donc il faut évidemment une politique des données stratégiques quantitatives et qualitatives sur les sociétés africaines. Je propose également pour l'université à développer et pour qu'elle soit une université, si vous voulez, au service de la population, une université au service de la production du savoir et non une université, si vous voulez, aliénée. Je propose que nous ayons des savoirs en parfaite synergie avec les écosystèmes immédiats. Il a dit tout à l'heure en parlant de Cabral, il y a eu la révolution des œillets, où le gouvernement de Marcello Caetano a été renversé par un groupe d'officiers. Et l'officier qui a dirigé cette opération-là, qui a renversé, même si pacifiquement, le président Caetano, c'est un officier, un jeune capitaine qui a vécu à Bissau. À l'époque, Cabral a dit, pour venir à bout des Portugais, il faut reprendre le sens de l'initiative scientifique. Cabral a pris des étudiants qu'il a amenés dans des pays avec lesquels il a fait des relations à Cuba. Ces étudiants se sont formés dans le maniement des missiles solaires. Ils sont revenus à Cuba, ils sont parvenus à descendre beaucoup d'avions portugais. Et un jour, le jeune officier vient dire à son supérieur, écoute, cette guerre, cette colonisation, pour la gagner, il faut reprendre notre supériorité aérienne. Puisque les Bissau-Guinéens ont commencé à reprendre la supériorité aérienne. Cet officier a été redéployé à Lisbonne. C'est arrivé à Lisbonne, c'est ce mécontent, il était content, il dit bon, il n'était pas content du fait d'avoir été redéployé à Lisbonne. C'est lui qui a tenté le coup d'État qui a renversé Marcello Caetano. Donc, ni était cette idéologie de Cabral qui a consisté à reprendre le sens de l'initiative historique, le sens de l'initiative, si vous voulez, aérienne, probablement qu'il n'y aurait pas comment ça s'appelle, ce coup d'État au Portugal. Donc, là également, cet exemple montre tout simplement que des gens comme Cabral avaient compris très tôt que pour renverser la tendance, que pour s'imposer dans ce système monde, il faut impérativement contrôler l'initiative scientifique, contrôler la construction des savoirs, contrôler les épistémologies et faire de telle sorte que l'université soit une université performante et conquérante. Enfin, je propose pour cette université-là à développer des technologies de pointe tournées vers l'humain et son développement intégral. Pour moi, donc, tant qu'on n'aura pas des universités décolonisées, des universités décomplexées, des chercheurs décomplexés, des chercheurs qui abordent des thématiques locales, des thématiques africaines, des chercheurs qui développent des projets de recherche en rapport avec le devenir des sociétés, nous ne pourrons pas faire sens. Et tant que nous ne ferons pas sens, il nous sera impossible de nous libérer. Nos universités vont continuer à être des universités qui reproduisent tout ce qui a été dit. Je vous remercie. Merci.